Aujourd'hui, tout le monde ou presque rêve d'être entrepreneur. Le parcours inspirant, l'indépendance, la liberté. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'y arrive pas. Certains se lancent, donnent tout ce qu'ils ont et finissent quand même par faire un choix surprenant, revenir au salariat. Alors, est-ce que c'est un échec ou quelque part une forme de réalisme? Dans Open, nous allons explorer ces histoires de transition où des entrepreneurs ont décidé de redevenir salariés. Avec nous sur le plateau, une femme qui a quitté l'entrepreneuriat pour retrouver un équilibre en entreprise et un homme qui, après un moment à son propre compte, a fait le choix de rejoindre la fonction publique. Ils partageront avec nous sans détour ce que cette décision implique, ce qu'ils ont gagné bien sûr, mais ce qu'ils ont laissé derrière eux. Pour l'occasion, notre experte du jour est une spécialiste des ressources humaines qui elle-même est une ex-salariée devenue entrepreneur. Et bien sûr, je lirai quelques-uns de vos témoignages anonymes. J'ai quitté l'entrepreneuriat pour devenir salarié, ce sera le thème de notre discussion. Je suis Paola Odrendengue, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open. Quitter l'entrepreneuriat pour le salariat, ce sera notre discussion du jour donc. Et comme le disait quelqu'un en off, on n'a pas fini d'en parler de ce sujet. Et pour le faire, sur le plateau, nous serons 5, comme les épisodes précédents. À mes côtés déjà, je vais présenter notre chroniqueuse de feu, c'est Méliane. Comment ça va? Hello Paola, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup d'être là. Et je vais présenter aussi nos invités, ceux qui vont partager leur expérience. On va commencer par Essie. Bonsoir Essie. Bonsoir Paola. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci d'être parmi nous. Vous avez 45 ans, vous êtes d'origine togolaise et vous êtes aujourd'hui attachée commerciale. Mais dans votre autre vie, vous étiez entrepreneur, notamment dans l'artisanat et l'agroalimentaire. Exact. On va justement discuter de comment vous avez basculé de votre propre entreprise à être salarié aujourd'hui. Toujours sur la même thématique, notre deuxième invité, c'est un homme, c'est Alec. Bonsoir Alec. Bonsoir Paola. Comment ça va? Bien, merci à vous. Ça va très bien. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'Open. Vous avez 31 ans, vous êtes d'origine ivoirienne, vous êtes assistant comptable dans la fonction publique aujourd'hui, mais avant vous étiez entrepreneur dans le marketing digital. Exactement. Voilà, donc pareil, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à discuter sur comment vous avez vraiment passé d'une extrême un peu à l'autre. Oui. Complètement. En tout cas, merci encore. Et pour en discuter, nous avons une experte, comme toutes les émissions, qui sera sur le plateau. Cette fois-ci, c'est Tatiana Dramé. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Paola. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes la fondatrice du cabinet TD Consulting, qui est spécialisé en management, en stratégie et en recrutement. Justement, c'est en lien avec le sujet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous-même, vous étiez salarié et vous êtes devenu entrepreneur. Donc vous avez fait un peu l'inverse, quelque part, des deux autres invités. Donc je pense qu'on va avoir des regards croisés très intéressants sur le sujet. Merci encore d'être là. Au plaisir. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait les présentations, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par ici. Donc je le disais, vous êtes aujourd'hui attaché commercial, mais vous avez été entrepreneur dans l'artisanat et l'agroalimentaire. Est-ce que je peux demander justement comment est arrivée cette idée entrepreneuriale? Ou est-ce que c'était la première d'ailleurs? Peut-être qu'il y en avait avant. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais entrepreneur avant de réaliser que je l'étais. Parce qu'en étant à l'université à Montréal, je revenais toujours de mes voyages à Lomé avec des petites choses à vendre et en tout cas souvent à offrir. Mais ça plaisait beaucoup, donc les gens en redemandaient. Et donc un autre voyage, vous faites des achats que vous vendez. Donc comme on sent pas ou on ne se dit pas entrepreneur pour autant, c'est vraiment en rentrant au Togo en 2011 que le virus. Voilà, c'est-à-dire de mes tripes, c'est sorti. Oui. Qu'est-ce qui est sorti? Tout simplement un sac que je voulais me faire à l'époque. Et donc, de tapissier en tapissier, j'arrivais pas à le faire. Finalement, je suis arrivée à en faire un et ça a plu. Ça a plu. Il y a un monsieur qui me dit, je suis en train de faire un lancement au Congo. Ils aiment beaucoup le pagne. Est-ce que tu serais prêt à m'en faire une 40aine? Donc là, il m'a payé mes premiers millions. Et j'ai acheté des machines. Et donc, on a fait l'atelier. Donc, c'est parti de là, en fait. C'est parti un peu par hasard. Et puis après, je pense qu'on s'y prend. On trouve le goût d'y baigner et de réalisation en réalisation. Eh ben, on fait son petit bout de chemin. Donc, ça a duré 12 ans. 12 ans quand même. Ouais. Comment s'appelait? Ah oui, déjà, ça c'est très bien. Comment s'appelait l'entreprise? Perle et Pagne. Perle et Pagne. Perle et Pagne. Oui. Mais Perle et Pagne. Ah oui, du coup, à l'époque où c'était pour mettre en avant le pagne, j'aimais beaucoup ça et j'aimais les perles et j'avais l'impression que c'était une identité on voit que l'amour est resté d'ailleurs. Merci. C'était une identité que je voulais un peu affirmer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de porter le wax et autres. À l'époque, c'était beaucoup moins évident. Il y a 12 ans, en tout cas, c'était pas aussi populaire. Mais Perle et Pagne, une fois lancé, a fait des petits aussi. Donc, l'idée entrepreneuriale
est parti de là. Mais je spoil pas tout, je pense. On reviendra forcément là-dessus. Ma petite question, ce serait quand même, au moment où vous lancez Perles Épargne, ces premiers mois où vous avez vos premières commandes, quel est votre statut à ce moment-là? Est-ce que vous avez directement basculé en entrepreneuriat ou vous étiez quand même salarié en attendant éventuellement que l'activité soit pérenne? En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis rentrée au Togo avec un emploi. Et pour mille et une raisons, on m'a proposé une expatriation à Dakar que j'ai refusée parce que je venais juste de rentrer. Ça faisait une vingtaine d'années que j'étais à l'extérieur du pays. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens de repartir et d'aller à Dakar. Donc j'ai refusé l'emploi. Et donc c'est là où la question de je cherche un emploi dans un groupe international où je me mets à mon compte. Et mon père, restant à Lomé, hein. Oui, je voulais en fait absolument rester à Lomé. Et mon père, c'était une question qui revenait souvent. Mais ma fille, tu veux pas travailler? Donne-moi ton CV, je vais pouvoir le donner. Chaque fois, j'ai dit oui, papa, oui, papa, oui, papa. Et finalement, il y a eu la réponse oui, papa, je travaille, j'ai mon entreprise, j'ai 2 employés. Quelques semaines, quelques mois après, j'ai 3 employés. Quelques semaines, quelques mois après, j'ai 35 employés. Donc c'est parti tout simplement en fait. Clairement quelque chose que je n'ai pas guidé. Avoir fait des études au HEC, on nous apprend à faire des business plans. J'ai jamais fait de business plan pour Perles Épargne. Il y a eu à un moment donné, il fallait faire un plan de développement, ça c'était autre chose, mais le business plan de départ pour se lancer. Et je pense qu'à l'époque, je l'aurais fait, personne n'y aurait cru. Qu'est-ce que tu vas mettre le wax, faire un porte-chéquier en wax, faire un conférencier en wax pour des banquiers, ça avait aucun sens. Mais avec cette aventure-là, on a fait des conférenciers pour le sommet sur la sécurité maritime, que les chefs d'État qui étaient présents ont eu. Donc, à un moment donné, c'était un rêve fou, quand je regarde un peu et que je fais une petite rétrospective, mais c'était un beau rêve. Un beau rêve. Très bien. On parle de rêve, hein, justement, parce que c'est souvent ça qui motive, quelque part, l'idée entrepreneuriale, même quand elle nous tombe dessus, un peu comme vous, Alec. Même question qu'Aessi, comment arrive cette idée? D'ailleurs, est-ce que c'était aussi parce que vous aviez une agence de marketing digital qui accompagnait, je suppose, des clients en ce sens. Est-ce que c'était la première, aventure entrepreneuriale? Non, pas la première. On va dire la deuxième officiellement, on va dire légale, mais c'était pas la première. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 16 ans. Déjà à l'école, j'aimais bien tout ce qui était mode, bien s'habiller, toujours être nickel et tout. C'était la tendance. Oui. Donc, on se dit, pourquoi ne pas lancer quelque chose? Parce que à chaque fois, je vais corriger les vêtements des amis. On va dire, non, ton maquillage, c'est pas trop ça, les couleurs. Donc, moi, ça va aujourd'hui. Parfait. On sait jamais. Donc, commençons par ça, on se dit, mais pourquoi ne pas recueillir tout ça dans un magazine. D'accord. C'est comme ça qu'on commence. À l'époque, c'était vraiment facile à faire. Il fallait écrire, mettre quelques images et puis aller dans un cyber, tirer sur des feuilles RAM. C'était facile. Il n'y avait pas encore la connaissance de toute la législation derrière. Donc, on se lance comme ça. 200 francs le magazine. Comment s'appelait le magazine? À l'époque, ça s'appelait NGF, New Generation Fashion. Okay. Parce que c'était la tendance. On se dit, on se lance là-dedans. C'est ce qu'on connaît avec quelques amis. D'abord, j'étais seul. Après, j'appelle 2-3 potes qui étaient populaires dans différentes écoles et puis chacun m'envoie quelques potins. C'était à Abidjan, à Cocody. Donc chacun m'envoie des potins de son école, on regroupe tout ça, c'est le magazine. En fait, vous étiez comme ça que ça a commencé. Une version papier de Facebook, quoi, quelque part. C'est ça. Et il y avait plein de choses, donc tout le monde attendait la sortie du magazine. On a commencé ça, on s'est dit, bon, c'était juste pour l'école. Après, il y a la réalité, les cours, je suis concentré. Tu te dis, OK, on va adresser. Mais une fois que ça commence, on se dit, est-ce qu'on va vraiment laisser cette envie, en fait, cette motivation de créer quelque chose qui intéresse le monde? C'est vrai qu'il y a l'école, et là, je suis en école de comptabilité. Les chiffres, oui, c'est bien beau, j'ai de bonnes notes, mais c'est pas stimulant. Il n'y a pas vraiment de créativité. Il faut juste appliquer des formules. OK, on arrive à l'université. Là-bas, on va pas faire les magazines, on a passé à un autre stade, et on se dit, bon, on a traîné dans des événements, on a fait un magazine qui parle de mode et tout ça. On va se lancer dans l'événementiel. On se dit pourquoi pas. C'est pas compliqué, il y a toujours des fêtes à Abidjan. Et comme on bouge beaucoup, on va essayer de nous-mêmes piquer des idées par-ci par-là, les peaufiner et lancer des événements qu'on va faire. Donc on lance les matinées à l'époque, on va dire 2017-2018, c'était la tendance. Les matinées, tous les jeunes Abidjanais connaissaient ça. Justement, donc, pour ceux qui ne sont pas Abidjanais, mais je pense ont une petite idée de ce que c'est. Vous lui expliquer les matinées. Voilà, les matinées, en fait, c'est juste des événements parce qu'on n'a pas l'âge d'aller en boîte. En boîte de nuit. Donc, on se retrouve quelque part, on loue un espace, soit ça peut être même un petit bar et tout, ou bien soit dans une résidence chez quelqu'un. On envoie de la boisson
Voilà, mais de la boisson sucrée, on va dire. Et puis voilà, on fait notre... C'est la boîte de jour, en fait. C'est la boîte de jour. Okay. C'est la boîte de jour. Donc on l'appelle ça, vu que c'est pas une soirée, la matinée. D'accord. Donc c'était un peu le concept et ça tournait bien. Après ça, on se dit, bon, on organise un anniversaire pour telle personne, on fait ci, on fait ça. Et c'est comme ça j'ai créé Boom Communication. Parce que c'était un boom pour moi. Donc, j'ai pas cherché loin. Boom Communication, on a fait quelques papiers. Les parents n'étaient pas d'accord forcément. Donc, on se cachait par-ci, par-là pour organiser. Quand on te demande, ah non, je dois faire un exercice de comptage chez quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que ça me rattrape parce que être albinos, organiser des événements, bon, tu n'es pas très distrait, hein. Donc, voilà, ça va vite circuler partout. C'est un avantage en communication. C'est ça. Donc, ça a été ça. Les parents, après, ils n'étaient pas d'accord. Donc, on se dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bon, je veux faire la communication. J'ai été mal orienté. Je le dis, j'ai su aller faire des études de ressources humaines et communication parce que j'ai entendu communication. Après avoir eu un diplôme, je me suis dit, c'est pas encore ça. Donc, j'ai eu une marraine qui était dans le milieu de la communication, Juliette Anzian, qui n'est plus de ce monde. Donc, elle me dit, bon, écoute, tu aimes la radio, viens tourner souvent la radio. C'est comme ça, je tournais dans les couloirs de la radio, sans forcément me projeter. Je finis, j'ai mon diplôme en RH, en communication. Je cherche un stage comme tout le monde. Donc, je vais à une radio, je dépose mes diplômes. C'était un jeudi, je peux même pas oublier. On me reçoit, on dit, OK, d'accord. Quand j'ai fait mon échange, mon interview avec les responsables, on me dit, est-ce que ça vous dit de passer demain vendredi à la matinale, si vous avez le temps? J'ai rien à faire, pourquoi pas, on s'en va. On finit l'émission, c'était très bien. Le directeur m'appelle, bon écoute, lundi matin, j'aimerais t'embaucher, tu deviens animateur, même pas chroniqueur. Donc c'était un virage complet, je deviens animateur. On se lance dans la communication, je suis resté dedans pendant, on va dire 8 ans quand même. Bien. Donc j'ai touché à la radio, j'ai touché à la télé. Et puis après ça, on se dit, bon, on est un peu fatigué, on a acquis de l'expérience, on va lancer Confetti. Confetti qui est ma dernière entreprise, le marketing digital et tout ce qui gravite autour. Très très bien. Déjà bravo pour le parcours. Merci beaucoup. Et je voudrais revenir rapidement sur un point que vous avez mentionné. Vous disiez que les parents n'étaient pas d'accord. Est-ce que vous leur aviez déjà montré quelque part que votre entreprise tournait, puisque vous commenciez déjà à organiser des événements? Je suppose que même s'il n'y avait pas des 1000 et des 100 qui rentraient, ça commençait quand même un peu à rentrer dans l'événementiel. Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Quelle a été leur réaction à ce moment-là? Alors, ma mère l'a constaté parce que c'était un avantage et un inconvénient. Ma mère est dans l'entrepreneuriat aussi, elle bouge beaucoup. Elle est dans le milieu culturel, elle bouge beaucoup, donc je suis quasiment très seul. Donc j'avais le temps de faire ça. Lorsqu'elle le constate, elle me fait asseoir, elle me dit, bon, écoute, on a payé des cours et tout. Ce que tu fais, oui, d'accord, un moment, ça va, mais c'est pas pour ça que moi je t'ai mis à l'école. En plus, organiser des événements, c'est pas structuré. Alors qu'elle-même, elle est dans le milieu culturel. Elle est dans le milieu culturel. Ah, d'accord, donc elle connaît les difficultés, on va dire. Donc elle me dit, mais non, écoute, va à l'école, trouve-toi un emploi, c'est plus sûr et tout ça. Après, on va voir. Mais bon, quand il y a la passion, c'est compliqué de faire. Après, on va voir, on s'entête. Et c'est, on va dire, il y a même pas longtemps même que ma mère a vraiment accepté que je me lance dans la communication, parce que c'est vrai que j'ai eu mon diplôme en journalisme et communication, mais pour elle, ça a toujours été la comptabilité, en fait, je sais pas pourquoi. Ça a toujours été la comptabilité, je faisais la maîtrise de cérémonie et tout. Ses connaissances me voyaient dans des événements, tout le monde parlait de moi, mais elle m'avait jamais vu à l'œuvre, en fait. Je pense que ça a été ça aussi. Elle m'avait jamais vu à l'œuvre. Elle a eu un déclic quand elle vous a vu à l'œuvre? Quand elle m'a vu à l'œuvre, il y a eu une petite vidéo où j'ai présenté elle-même un de ces événements, mais en première partie. Donc, quand elle a vu, c'est là que elle a donné le OK officiellement. Donc, c'est de là que tout est parti. Comme quoi, parfois, les parents sont les plus difficiles à convaincre. Oui. Et justement, ici, sur ce parcours dont vous nous aviez parlé, alors là, j'allais dire, les commandes rentrent, vous réussissez à vendre. Je suppose que vous avez développé aussi la distribution autour de Perles et Pagnes, votre marque. Là, c'est pour la partie artisanat. Pour la partie agroalimentaire, ça intervient à quel moment? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous vendiez exactement? Alors, la partie agroalimentaire, c'est intervenu il y a 4 ans. 4 ans. Et c'est encore une fois une façon d'enfoncer un peu plus mes racines africaines. C'est les petites, les amuse-bouches de nos enfances, en fait, et qu'on aimait et que j'aimais toujours amener à mes amis à l'extérieur. Mais il y a toujours ce réflexe de la bouteille en verre, la bouteille avec les arachides grillés, etc. Et je me souviens de l'image de prendre un Ziploc en train de renverser ça dedans
avant de mettre ça dans la valise. Oui. Et je me disais, mais il y a quand même une meilleure façon de présenter ce truc. Exactement. Et pour les amis, ça faisait pas de jolis cadeaux. Et lors d'un voyage à Jakarta, je suis tombée sur une jolie boîte. Très belle boîte avec une ouverture, une opercule en aluminium, comme quand on ouvre le coca en fait. Oui. Et le reste de la boîte est en PVC. Et donc du coup, j'ai acheté ces boîtes-là. Non, d'abord, il a fallu que je les trouve. Ça m'a mis à peu près 1 année pour les trouver. Je les ai trouvées en Chine, je les ai fait venir et j'ai commencé, encore une fois, à m'amuser. Et pour la petite histoire, j'ai l'impression quand j'entends Alec que les parents sont allés à la même école en fait, parce que les mêmes propos ont été ceux de mon père. Ah, oui. Et donc là, pour l'histoire de Saveurs d'Africa, c'est comme ça que ça s'appelle. Mon père était sur la terrasse une après-midi et donc je suis allée apprendre à faire donc les chouchous, les arachides grillés. J'ai appris plein de trucs parce qu'il me fallait connaître les process. Oui, bien sûr. Et ça, du coup, c'est là où les études rentrent en compte parce que là, on sait que de toutes les façons, il faut un process pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, mon père, sur sa terrasse, avec un ami, il me voit arriver avec des arachides grillés. Il mange ça tranquille. Merci, ma chérie. Je continue. Je reviens, il sait pas. Je reviens avec une deuxième vague. Il mange ça. Mais la troisième fois, il s'est dit, non, il me regarde. Il me dit, et si, c'est des arachides grillés, tu vas vendre maintenant. Et de sa bouche, je voyais les yeux. Et donc, j'arrive avec la boîte et je lui montre, il dit, oh, ma fille. Tu vas vendre des arachides grillés. Et tu vas pas vendre qu'au Togo. Tu vas pas vendre qu'en Afrique. Tu vas vendre dans le monde entier. Puis il montre à son ami, mais tu as vu comment c'est joli? Non, vraiment. Et c'est vraiment, pour rebondir sur ce que tu disais, Alex, c'est vraiment ce côté-là pour les parents, en fait, de savoir jusqu'où votre rêve va, ou jusqu'où l'idée que vous avez va. Au début, bien sûr, ils voient rien, parce que vous-même, vous n'y voyez rien du tout. Et au fur et à mesure, c'est vraiment à la concrétisation de quelque chose que là, ils se disent, ah, mais non, le petit là, ou la petite là, vraiment, elle en a dans sa tête, où elle voit, elle sait là où elle va. Et c'est ça qui les rassure. Je pense en fait qu'ils ont plus besoin d'être rassurés, en fait. Absolument. Parce qu'ils ont quand même investi dans les études et tout ça, et donc il faut quand même qu'ils sachent qu'il y a un avenir certain. Oui, et puis pour les parents, c'est quoi finalement? Payer les études, c'est pour que vous puissiez vous-même vous assurer un avenir. Et donc quand vous revenez, moi, j'étais dans les fonds de pension au Canada avant de rentrer, et là, je suis dans les chiffons, ils me regardent, ok, mais à la fin, et là, pour encore une fois, par rapport à la maman d'Alex, ça a été quand j'ai ouvert la boutique au Radisson Blu. Là, c'était le Graal. Il est arrivé, il dit non. Il y avait un événement avec plein de ministres. Il dit non, ma fille a ouvert une boutique. Non, vous devez voir ça. Donc, c'est vraiment ce côté-là, vraiment rassurer les parents. Très, très bien. Alors, c'est très intéressant. Encore une fois, on se rend compte que la validation de l'entourage, peut-être que validation n'est pas le bon terme, mais en tout cas, l'opinion des parents, de l'entourage, etc., compte quand même aussi beaucoup quand on prend ces risques, hein, parce que c'est ça, entreprendre. Je vais donner rapidement la parole à Tatiana sur ce que vous venez d'entendre. Je pense que ça doit peut-être faire écho un tout petit peu aussi un peu à votre parcours. Moi, j'allais demander dans l'autre sens, qu'est-ce qui vous a amené du salariat vers l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui m'emmène à l'entrepreneuriat? C'est que l'entrepreneuriat, comme on le dit, c'est un rêve. L'entrepreneuriat commence par un rêve, et de ce qui est dit dans la méthode de Monsieur Disney, c'est que l'entrepreneuriat commence par un rêve, et c'est ce rêve-là qui va découler sur plusieurs choses. Moi, par exemple, mon entrepreneuriat commence avec mes origines africaines, avec mes origines, comme on le dit, les personnes du Nord qui sont toujours dans le commerce, avec ma mère qui vendait de la loco, qui vendait quoi d'autre, de l'eau. Voilà, de part et d'autre, voilà, pour s'occuper, parce que elle a un conjoint qui est aisé et qu'elle a pas besoin de faire ça, mais pour s'occuper en tant que femme. Et c'est de là que commence, moi, ma fibre entrepreneuriale. Et puis après, comme elle a pu le dire, lors des classes, justement, on a tendance, si on a la fibre entrepreneuriale en nous, c'est dès le départ. On va commencer à vendre des petites choses à nos copains autour de nous, et puis ça va s'agrandir avec le rêve, justement, du début. Moi, ça commence avec une envie d'aider. Donc, ma première expérience entrepreneuriale, c'est que je crée une société dans l'aide à la personne à Paris. D'accord. Voilà, parce que je commence à
travailler ou à donner de mon temps aux associations. Et c'est de là que va découler justement cette fibre entrepreneuriale. Ensuite, toujours en étant en poste dans une entreprise française intéressante en tant que cadre commercial déjà, et je vais toucher à plusieurs postes en même temps, plusieurs formations, mais c'est vraiment de là que ça débute. Et ensuite, je vais partir ensuite dans la tech parce que je vais créer une application. Oui. Donc, je vais créer une application qui vient en aide aux parents et aux professeurs, aux maîtres d'école pour avoir une cohésion, une discussion, ce qui n'existait pas avant. Donc, on convoquait les parents dans les bureaux avant, mais justement avec cette application, on discutait carrément tout de suite avec le parent. C'est-à-dire que si vous commettez une bêtise ou un bien en classe, la minute qui suit, votre père est au courant. Du coup, quand vous rentrez à la maison, ça se passe un peu plus mieux que d'habitude. Il y a des gens qui n'ont pas dû être très contents. Voilà, c'est ça. Donc, oui, on aura l'occasion d'ailleurs, sans vouloir vous couper, de revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a quelques petites choses à dire. Mais très bien. En tout cas, on aura retenu dans votre parcours que alors c'est dans les gènes quelque part, mais aussi ça a grandi progressivement et on va continuer là-dessus. Je voudrais juste qu'on continue sur les témoignages puisque sur cette thématique on a quelques personnes qui nous ont écrit anonymement et qui nous ont fait un peu savoir ce qui les a poussés finalement à laisser ce rêve dont on parle beaucoup ici pour revenir peut-être entre guillemets à la réalité. C'est parti pour les témoignages. Les témoignages, donc, ce sont ces messages que vous m'envoyez de manière anonyme sur les réseaux sociaux. On en a sélectionné 3 que je vais lire et puis on aura les réactions en plateau. Je vais commencer par ce premier témoignage. J'avais toujours rêvé d'avoir ma propre marque de vêtements, donc ça fera écho à ici. En 2015, après 10 ans dans le salariat, j'ai tout quitté pour lancer ma propre ligne. Les débuts ont été exaltants, chaque nouvelle commande me donnait des ailes. Mais au fil des années, la réalité m'a rattrapée, tout reposait sur moi. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé, insomnie, crise d'angoisse et des douleurs dans le dos qui ne me lâchaient plus. Un jour, je me suis retrouvée aux urgences à cause d'une crise de panique. C'était un signal d'alarme. Je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai pris la décision de redevenir salariée, même si pour beaucoup, c'était vu comme un échec. Mais moi, je me suis sentie soulagée. Aujourd'hui, je travaille comme directrice de collection pour une grande marque et je dors enfin paisiblement. La sécurité du salaire et la stabilité, c'est ce dont j'avais besoin. Alors, première réaction à ce témoignage, j'ai envie de me tourner vers Alec. Alec, est-ce que du coup, en regardant ce témoignage, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, 2, est-ce que ça fait écho à votre parcours ou éventuellement aux raisons pour lesquelles vous avez laissé la communication que vous aimez et clairement pour laquelle vous avez du talent pour aller dans la fonction publique? Je me retrouve un peu dans ce témoignage, pas totalement, parce que c'est vrai qu'au début, quand on se lance les premières commandes, les premières sollicitations, c'est gratifiant. Oui. On se dit, ah oui, quelqu'un reconnaît, ah oui, il y a un nouveau challenge, on va créer quelque chose. Après, c'est vrai que je me dis, ça dépend du domaine, ou si c'est vraiment un domaine qui est très prenant, qui est très physique, ça peut aussi affecter l'état de santé. Moi, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été la raison aussi pour laquelle je suis retourné au salariat, quoique il y a aussi la raison financière. Oui, non, il faut qu'on en parle. Bien je sûr. pense qu'elle est importante quand même. C'est ça, pense que c'est un facteur parce important. que y a le facteur inconnu, le facteur risque. Quand tu es entrepreneur, quand tu débutes, c'est vrai qu'au début ça va. Tu te dis que ça va continuer comme ça, c'est pas forcément la réalité. Il y a des périodes creuses, surtout dans le domaine de l'événementiel. Tout à fait. Donc la gestion même des ressources en interne, quand tu as du personnel, comment gérer, il y a les charges fixes, le local et tout. Arrivé un moment, tu es seul face à ta réalité et c'est compliqué. Donc, quand je décide de retourner à l'entrepreneuriat, puisque c'est mon cas, je me dis, bon, écoute, on va se reposer un peu, on est encore jeune, on a le temps d'économiser et apprendre d'autres choses. Voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis retourné à l'entrepreneuriat parce qu'il y avait cette instabilité là aussi. Très très bien. Bon, en tout cas, merci déjà d'être honnête sur le sujet. Je pense que c'est important aussi que les gens en prennent compte, parce que c'est pas toujours des roses, c'est pas toujours magnifique. Il y a des réalités très concrètes. Et si par rapport à ce témoignage? Mais si je me retrouve dedans. J'ai pas eu de problème de santé en tant que tel, mais je lis, je dors. Non mais le sommeil c'est important. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que moi, mon premier mois en tant qu'employé, à la fin du mois, j'ai dormi. Et c'est là où je réalisais que je dormais pas à la fin du mois avant parce il y avait toujours des charges à payer et donc des calculs à faire. Est-ce que j'ai assez d'argent pour payer mes employés? Est-ce que j'ai assez d'argent pour payer les loyers, ainsi de suite. Donc le moment où
la fin du mois arrive et on n'a pas ce stress de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tout va bien, est-ce que j'en ai assez. Honnêtement, ça fait 7 mois, honnêtement, ça change ma vie. D'accord, c'est un vrai soulagement. Du coup. Oui. On va passer au deuxième témoignage. Alors, je vous le lis, j'ai fait les deux, c'est-à-dire entrepreneuriat et salariat. Actuellement, je suis tranquille dans le salariat, ma tension et mon rythme cardiaque s'en portent mieux, décidément. Je n'ai pas de fournisseurs, pas de clients, pas de chiffres à vérifier, pas de salaire à payer, pas d'employés à gérer, pas de déclaration fiscale, pas de délai non respecté pour matières premières non livrées, pas de défaut sur une commande de plusieurs milliers d'unités. Mon Dieu, vous avez tellement de problèmes à résoudre, physiquement, émotionnellement, financièrement. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais Liane, je t'entendais rire. Oui, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette histoire d'entrepreneuriat, c'est que il y a toute une hype autour du sujet. On encourage de plus en plus les jeunes à l'entrepreneuriat, les podcasts. On en parle partout. Tout à fait. Mais il y a une réalité qui est que je pense que il faut qu'on réalise qu'il y a ce dont on peut avoir envie et il y a ce qui nous correspond vraiment. Et c'est pas toujours évident de faire le distinguo entre ce qui nous correspond vraiment et ce dont on peut avoir envie. Et il y a des gens qui sont très à l'aise à ne pas dormir la nuit, à sacrifier des nuits de sommeil. Ils le font, ils sont tranquilles. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai envie de dormir, j'ai envie à la fin du mois, j'ai envie de voir mon compte tranquille. C'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'on doit comprendre aussi. Et c'est pas un échec au final. Je pense que c'est un cheminement. On apprend, on se découvre, on sait ce qui est bien pour nous, ce qui est moins. Et il y a des gens comme Alec qui vont s'arrêter à un moment donné, prendre du souffle, recommencer et se dire ok, voilà ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et on reprend sur de nouvelles bases. Mais je pense que effectivement c'est un vrai poids et c'est pas tout le monde qui a envie de porter ce poids-là. Porter ce poids. Et la société a besoin de salariés aussi. Donc s'il vous plaît, les entrepreneurs, la société a besoin de salariés. De toute façon, il faut bien qu'on emploie des gens. Donc nous, tout à fait. Voilà. Je vois le cri du cœur qui a été entendu. Clairement. Et je compléterai quand même sur un point qui, je pense aussi, devrait revenir souvent, sur cette idée d'avoir envie de faire quelque chose. La vérité, c'est qu'on peut avoir envie d'entreprendre. C'est pas pour autant que le marché est prêt à recevoir votre idée ou votre produit, en fait, même avec toute la bonne volonté et toute la motivation du monde. C'est fondamentalement ce que les Japonais appellent l'ikigai. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, quelque chose dont le monde a besoin et pour lequel on peut vous payer. Tant et aussi longtemps que ces 4 points ne sont pas rassemblés, vous allez vous retrouver dans un côté où vous exprimez votre passion, mais personne ne vous paye pour ça. Vous allez vous retrouver dans un endroit où vous faites ce que le monde demande, mais vous n'êtes pas épanoui. Donc il faut vraiment arriver à trouver voilà. Et c'est vraiment pour compléter ce que tu disais, c'est ce côté-là dont on a réellement besoin. Est-ce qu'on est align avec nous-mêmes en termes de vraiment, je suis dans un environnement qui aujourd'hui a besoin des produits que je suis en train de proposer, qui est prêt à payer le prix. Donc cet environnement peut être positif à Lomé, ne pas l'être à Abidjan, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est vraiment une remise en question, j'ai l'impression, de tout moment. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est la remise en question permanente. On va finir sur le troisième témoignage, qui est le témoignage qu'on a sélectionné. Je vais vous le lire. Mon entreprise est en faillite après une décision de justice et je réfléchis à retourner travailler pour une entreprise de mon secteur d'activité qui m'a approché. Mais un point me dérange vraiment. Comment vais-je gérer la transition d'une position de leader à un rôle de subordonné? Des personnes qui m'ont connu comme patron de ma société vont maintenant me voir comme un simple collègue. Pour être franc, je ne suis pas à l'aise avec ça et c'est d'ailleurs pourquoi je tarde à confirmer l'offre de recrutement qu'ils m'ont envoyée. Là, je me tourne directement, Tatiana, vers vous, en tant qu'experte. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce ressenti? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous auriez pu recommander à cette personne? Déjà, faut comprendre que, comme on a pu le dire, il y a cet engouement vers l'entrepreneuriat. Et du coup, tout le monde y plonge la tête la première. Mais est-ce qu'on est capable d'être entrepreneur? Tout le monde n'est pas capable d'être entrepreneur. Et ça, en ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a une différence, il y a un écart. Donc, cette personne-là, c'est le regard des autres. Oui, c'est ce qui ressort, le jugement. Le jugement. Donc, elle est vraiment dans le jugement, elle est vraiment dans le regard des autres. Pourquoi et comment je vais gérer ça? Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui peut apporter du stress. D'accord? Et du stress qui ne peut peut-être pas gérer. Donc, il y a des cabinets. Il y a des structures pour. Et c'est pour ça que nous, en tant que cabinet, on est aussi là pour accompagner. On peut vous accompagner vers du coaching.
qui vous permettra justement d'assumer cette transition. Cette transition. Parfois, il faut reconnaître que se faire accompagner, c'est important. D'accord. Tout simplement. Donc à cette personne, je pense qu'on lui dira, d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont témoigné. Si je reprends les propos de Tatiana, en fait, le poids que vous accordez au regard extérieur pour votre transition n'est pas si important que ça. En tout cas, ça ne devrait pas vous stresser. Et 2, si vous avez besoin d'être accompagné dans cette transition dans l'autre sens, puisque il y a des salariés qui se font accompagner vers l'entrepreneuriat, on peut aussi avoir besoin d'être quand on a travaillé pour soi-même à un moment donné, il faut peut-être réapprendre certaines bases quand on va travailler pour d'autres personnes. Donc et justement, puisque vous avez la parole, Tatiana, est-ce que vous dans votre là au niveau des clients que vous avez d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous demandent en général comme profil? Parce que on avait un peu cette discussion en préparant l'émission de gens qui nous disaient que parfois quand on a été entrepreneur, ça peut faire peur à un recruteur. Il peut avoir la sensation que, alors, vous êtes peut-être pas loyal, ou alors vous êtes quasi son égal, donc il va avoir des problèmes pas d'autorité, mais en tout cas, de respect de la hiérarchie. Qu'est-ce que vous en pensez? On est en plein dedans, parce que oui, ça fait peur. Ça fait peur? Ça fait peur. D'accord. Ça fait peur. C'est comme avoir un CV avec un background très important. Ça fait aussi peur. À des recruteurs? Ah oui, à des recruteurs. Oui. Alex confirme. On revient une fois de plus à la confiance qu'on s'apporte à soi-même. D'accord. Est-ce que je suis bien dans mes bottes? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités? Parce que si moi, Tatiana, en tant que consultante, j'ai confiance en mes capacités, j'aurais pas peur de recruter, peu importe la personne, un ancien entrepreneur. Mais comment, du coup, comment on crée la confiance, ou du moins comment on réduit la peur ou le sentiment de défiance de la part du recruteur, parce que c'est un échange. Voilà. Nous, les profils, les personnes qui viennent nous voir pour demander un certain type de profil, lorsqu'on leur propose ce genre de profil, on va accompagner avec un speech en leur disant que c'est un plus pour vous. D'accord. À l'entreprise. À l'entreprise. D'accord. C'est un plus pour vous, parce que vous allez pouvoir vous reposer sur une épaule. Et de surcroît, vous allez peut-être apprendre, parce que le fait qu'il ait plusieurs casquettes, il y aura un regard différent, tout à fait, une approche différente de la vôtre, et ça peut être un soutien, mais il faut pas le voir comme un concurrent ou un rival. Un rival, c'est ça. C'est ça le plus difficile. C'est vrai que c'est un risque. Alex, vous vouliez bien sûr, je voulais dire que il y a cette réalité-là, parce que pour avoir fait l'expérience, quand tu proposes ton CV, on te demande parfois de retirer quelques informations parce que la personne en face peut se dire que si tu intègres l'entreprise avec tes compétences et ton passif, voilà, tu peux peut-être le surplomber, ou bien ça va créer un conflit de personnes, chose qui est réelle, parce que tu as le regard différent. Tu as pratiqué la chose, tu n'es pas forcément resté à exécuter les missions, les tâches. Donc tu as pratiqué, tu as réfléchi à des stratégies, donc tu as une vision très différente. Tu peux dire que, ah non, ça si on le fait, j'ai déjà expérimenté, ça ne va pas marcher. La personne va se dire que tu veux braver peut-être son autorité. Tout à fait. Donc il y a ce cas de figure-là. Tout à fait. Et voilà, donc je m'arrête là. Il y a un vécu un peu derrière. Oui, c'est un peu compliqué. Et voilà, je me permets de rebondir, c'est qu'il nous est déjà arrivé de demander à des personnes de retirer justement le statut d'entrepreneur dans leur CV. C'était quoi, par rapport aux missions? C'était par rapport au profil du recruteur? C'était par rapport au profil du recruteur. Voilà. Parce que avec ce statut-là, moi, je suis jeune entrepreneur. Si je me trouve en face d'une personne qui est expert, qui a 30 ans d'expérience, tout dépend de la vision de la personne. D'autres vont le prendre comme je vais apprendre avec cette personne. D'autres vont le voir comme un concurrent, comme un défi. Et je n'ai pas la capacité, que ce soit émotionnelle ou psychique, de gérer cette situation-là à l'instant T. Donc, je préfère prendre un profil qui sera beaucoup plus maniable. D'accord. Pour moi, là, est-ce qu'il faut vraiment pousser pour aller vers des personnes pour aller vers des entreprises qui ont peur de notre potentiel? Est-ce qu'il faut vraiment pousser? Mais est-ce qu'il faut se tourner? On se dit pas. C'est ça, en fait. On postule. On ne s'attend pas forcément à ce genre de réaction. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller, alors, dans mon cas, par exemple, le retour au salariat, je pense que je ne l'aurais pas fait à tout prix. Là, aujourd'hui, en tant qu'attaché commercial, et moi, dans mon cas à moi, ça a été un plus sur mon CV,
le fait d'avoir été entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des entreprises qui veulent s'installer dans ma région, sur mon territoire. Donc, je les accompagne comme moi, j'aurais aimé, en tant qu'entrepreneur, être accompagnée. Et là, ma directrice m'a dit, ça a fondamentalement été quelque chose de plus qu'on a vu sur ton CV. Donc, ça m'emmène à dire, par rapport au dernier témoignage, le retour au salariat, il faut aussi le préparer. Comme on a parlé de se préparer quand on est, voilà, pour l'entrepreneuriat, il faut se préparer dans le sens inverse aussi. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'à tout prix je serais venu travailler, honnêtement, je vous dirais non. C'est sûr que si c'était pour finir au McDonald's ou au Burger King ici, pour pas dire de marque, peut-être que je l'aurais pas fait parce qu'effectivement, il y a un background, j'ai fait des études et autres, mais l'environnement dans lequel aujourd'hui je me trouve, il est bienveillant. Ça me permet de ne pas être isolée en tant qu'entrepreneur et ça me permet de vivre encore un peu, que je le veuille ou non, mon entrepreneuriat, puisque j'accompagne des entrepreneurs. Donc, je suis encore dans cet environnement-là. Donc, la transition a été pour moi. Je trouve ça justement intéressant sur vos deux profils, c'est que ici, vous êtes finalement, vous avez changé de côté, mais vous êtes resté globalement à peu près en lien avec ce que vous faisiez. Exactement. Alors que justement, Alec, on est vraiment passé de la communication, de la créativité à des chiffres, des tableurs, de la comptabilité, en plus dans la fonction public. C'est ça. Vraiment, pour moi, vous avez bravé les extrêmes. Est-ce que je peux demander justement pourquoi être allé? Parce que vous auriez pu faire d'autres choses, rejoindre même, pourquoi pas, d'autres agences de communication. Pourquoi la fonction publique et pourquoi, comptabilité, vous avez fait des études pour. C'est ça. Mais pourquoi la fonction publique? Alors, la fonction publique, c'est, quand j'explique, des personnes ont du mal à croire. Oui. Parce que, à la base, lorsque je cherchais un emploi, parce que c'était un peu compliqué, j'ai postulé. Il y a eu des retours, c'était pas vraiment ça. La fonction publique, c'est présenté à moi, je sais même pas. Ça a été un jeu. Parce que j'ai vu. Je penserais pas à ça. Oui, ça a été un jeu parce que je me suis dit, et j'ai cette chance-là d'avoir eu 2 fois cette expérience lors d'un concours, un concours dans l'animation. J'ai postulé parce qu'on me disait, va faire. Je suis allé faire, ça marchait. La fonction publique, j'ai vu le concours, je me suis dit, pourquoi pas? Ah, vous allez passer un concours pour la fonction publique? Oui, pour la fonction publique. Donc, je me suis dit, pourquoi? J'ai le diplôme, pourquoi pas? D'accord. C'est comme ça. Donc, c'était ma première fois. En votre bonne étoile. Voilà, ma première fois. Je voyais déjà le concours, ça m'intéressait pas. Parce qu'il faut dire que j'étais bien dans l'entrepreneuriat. Souvent, j'avais des contrats par-ci, par-là. Et on me dit, mais écoute, tu es encore jeune, ça ne te coûte rien de tenter. J'ai pas écouté, mais cette année, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est comme ça que j'ai postulé, et ça a marché. Ça a marché. Donc, chez moi, ça n'a pas été, je voulais forcément entrer à la fonction publique, ça n'a pas été mon cas. Vous avez saisi votre chance, voilà, en fait. Ça a été le bon timing, et c'est comme ça que je me suis dit, en plus, c'était la fonction publique parce que j'ai la sécurité de l'emploi et de la retraite. Donc voilà. J'allais le mentionner. On reviendra là-dessus. Mais avant, on va passer à notre rubrique suivante qui est justement, puisqu'on parle de faire ces choix-là entre entrepreneuriat et salariat, il faut qu'on regarde un peu, de manière un peu plus globale, qu'est-ce que les gens en pensent, notamment sur le continent, et quels sont les facteurs qui permettent de prendre une décision ou une autre. C'est parti pour la rubrique mise en perspective. Alors, notre mise en perspective, Méliane, tu vas nous en parler, c'est un tableau comparatif sur des études récentes du Global Entrepreneurship Monitor 2023-2024 sur la perception de l'entrepreneuriat versus le salariat en Afrique. Exactement. Alors, très rapidement, on essaie de voir les indicateurs. On a les motivations principales de l'entrepreneuriat versus le salariat sur le continent. Et on remarque que les Africains se lancent souvent dans l'entrepreneuriat par nécessité, notamment en raison de la rareté des emplois dans nos pays, tandis que le salariat est perçu comme une voie plus stable, un revenu garanti, avantages sociaux, on est peinard, tranquille. La sécurité financière en entrepreneuriat, bien évidemment, les risques sont plus élevés. On a une instabilité financière, on ne sait pas toujours, on a une certaine dépendance au marché, tandis qu'au niveau du salariat, sécurité financière assurée grâce à un salaire qui tombe chaque mois. Et pour le taux de succès, le taux d'activité entrepreneuriale a chuté après la pandémie et beaucoup sortent du marché. Je pense que Alec
Peut-être que toi aussi, c'est un peu dans cette période que tu es, voilà. Et donc, le salariat reste une option plutôt stable, avec un taux de maintien plus élevé dans les entreprises. Et pour ce qui est de la pression sociale, on a un fort statut social lié à l'entrepreneuriat, mais la peur de l'échec reste quand même un obstacle. Tandis qu'au niveau du salariat, on a moins de pression sociale pour ceux qui optent pour ce salariat-là, mais qui est perçu un petit peu comme moins prestigieux que l'entrepreneuriat. On l'a dit, hein, de toute façon, il y a quand même un engouement ces dernières années autour de l'entrepreneuriat et je pense que ce tableau le révèle quand même assez bien. Assez bien, tout à fait. Je note justement dans ce tableau un point intéressant et sur le plateau, vous me direz ce que vous en pensez. Je reviens sur la notion d'autonomie. Parce que je pense que quand on a été son propre patron, c'est peut-être une des premières choses, Alec réagit, une des premières choses auxquelles on doit réfléchir. C'est, ok, je vais repartir travailler sous la direction de quelqu'un, ça veut dire que je vais un tout petit peu avoir moins de liberté, hein, faut le dire. J'ai envie de dire moins de contrôle aussi, tout à fait. Comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on se dit d'ailleurs à ce moment-là? Qui veut prendre la parole là-dessus? Mais encore une fois, je pense fondamentalement qu'on peut faire ces transitions-là si c'est bien pensé, si c'est bien réfléchi. Qu'est-ce qu'on se dit? Quand je choisis d'être à mon compte, j'ai des pros and cons. Et donc, à un moment donné, en revenant au salariat, il y a forcément des choses avec lesquelles je dois me compromettre, en tout cas pour lesquelles je dois faire des compromis, oui. Et d'autres choses qui seront plus aisées pour moi. Et dans mon cas, moi, encore une fois, je suis la seule attachée au bureau et donc du coup, une certaine autonomie, flexibilité. Oui. Donc, quand il s'agit d'organiser les missions commerciales, c'est plutôt moi qui propose à mes directeurs, je pense qu'on pourrait le faire comme ça ou ainsi. Et là, le fait aussi d'avoir eu cette expérience-là, on a parlé à un moment donné, le mot échec est sorti plus ou moins à un moment. Je n'ai jamais considéré que ça a été un échec ou ce transfert-là que je suis en train de faire. Pour moi, c'est comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est un cheminement. C'est vraiment à cette étape de vie que je suis en ce moment. Donc, quand on le pense bien, je crois que ça peut se faire. Il y a des choses avec lesquelles il faudra dealer, c'est sûr et certain. Il faut aller au travail. Si quelqu'un vous dit, mais moi je suis pas du matin, ben quand votre patron vous dit, il faut être là à 8 heures parce qu'on doit faire le codir, ben vous devez être là à 8 heures. Donc ça, c'est vraiment fondamentalement, je pense que des choses avec lesquelles on doit pouvoir s'organiser. Là-dessus. Alec? Oui, en termes d'organisation, on a tendance à croire que l'entrepreneur a le temps. Alors que l'entrepreneur n'a pas de temps. C'est ça qui est la nuance. On a l'impression qu'on se réveille toujours à 10h, 11h, et tout, on est flex. Pourtant, on travaille jusqu'à 2h, 3h, 4h. Du matin, donc, on a vraiment des horaires, on va dire, qui sont en décalé, mais on a des horaires. Donc, c'est pareil. Pour prendre mon exemple, quand j'ai fini ça, cette période-là, je me suis vraiment attardé à retravailler mon cercle de sommeil. C'est-à-dire, je m'efforce à me réveiller tôt, à 6h, déjà pour préparer mon corps. Je me réveille à 6h, ça me fatigue, oui. Mais dans les premiers temps, c'était pas évident. Pendant jusqu'à 10h, 11h, je somnolais tout le temps. J'étais épuisé. Mais je m'efforce à me réveiller à 6h et à commencer à réduire rapprocher, je veux dire, mon heure de coucher. Parce que c'était pas évident. Au début, tu vas te coucher vers 20h, 21h. Tu vas tourner sur le lit jusqu'à 2h. C'est fatigant. Ton corps est habitué. Il faut retravailler là-dessus. Mais une fois que c'est revenu, le corps s'adapte très rapidement. Donc, il faudrait pas se lancer comme ça. Et même quand on parlait, peut-être que c'est un petit retour, mais lorsqu'on parlait de comment se préparer, il faut savoir que l'entrepreneuriat, on le dit, les gens, ils viennent, quand on parle, on dit non, il y a des formations, tu peux te former pour adapter. Il y a la formation, mais il y a la réalité du terrain. Oui. Donc, ça n'a rien à voir. Oui. Tu peux avoir la volonté, on va dire non, mais si tu te formes, tu vas pouvoir être optimal, mais même avec la formation, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment la réalité du terrain, il y a la réalité de la zone géographique. Il y a tellement de facteurs. Et aussi, il y a la propre personne. Ton rythme de vie ou bien ton organisme peut ne pas supporter certaines choses. Exactement. Donc vraiment, c'est... En tout cas, merci d'avoir précisé le besoin. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on sort de l'entrepreneuriat, on a un rythme de vie. Quand on redevient un salarié, il faut prendre un tout autre rythme. Il faut se réadapter son corps d'abord, avant toute chose. C'était très intéressant. Et j'allais dire toujours, j'insiste un peu sur cette question d'autonomie parce que ça revenait un peu dans le message, le dernier témoignage qu'on a entendu et que j'ai pu lire. On craint toujours un peu ce conflit un peu larvé avec l'autorité dont on a soi-même donné des ordres. C'est-à-dire que quand vous avez été vous-même patron, vous avez eu une équipe, vous regardez les choses de votre position de patron, de patronne. Maintenant, devoir être sous la direction de quelqu'un,
Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà eu à gérer, vous, au niveau de vos clients? Oui, moi j'ai eu à gérer cette situation en coaching. En coaching, d'accord, très bien. Donc, je me suis retrouvée à coacher un monsieur, justement, qui avait réussi dans l'entrepreneuriat et aussi, quels sont les facteurs pour lesquels on fait cette transition. Tout à fait. C'est ça, c'est ces facteurs-là qui sont déterminants, dans le sens où si je retourne au salariat pour l'aspect pécunier, mon attitude sera différente. Oui. Comme ici, madame, son attitude, elle est dans la continuité. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. On a besoin de son expérience entrepreneuriale pour continuer justement dans ses conseils et dans ce qu'elle apporte. Donc, comme je disais là, j'ai eu à coacher un monsieur qui avait réussi dans l'entrepreneuriat, qui était bien dans ses bottes et justement, suite à un redressement fiscal, oui, c'est des choses qui arrivent. Oui. Voilà, il se retrouve à fermer son entreprise et malheureusement ou heureusement, il doit absolument trouver un travail. Mais avec cette posture d'entrepreneur, de leader, de chef, comment je me retrouve face en plus, dans son cas, la personne était beaucoup plus jeune que lui. Alors là, oui. Facteur aggravant. C'est-à-dire que non seulement il doit retourner en entreprise, mais en plus la personne qui sera son directeur sera plus jeune que lui. Plus jeune que lui. Donc il vient nous voir pour travailler justement sur son ego. Et c'est là où j'appelle comment tuer l'ego. Comment il faut tuer son... C'est déjà bien qu'il en ait eu conscience. C'est ça. C'est déjà un premier pas. C'est ça. Il vient nous voir en disant que... Non, il commence d'abord sans coaching. Hein. Il se trouve confronté parce que il trouve que ils n'ont pas la même méthodologie. Comme on le dit souvent chez nous, j'ai la technique à l'ancienne. Oui. Voilà. C'est ça. Et les jeunes, ils sont beaucoup plus speed. Ils sont justement, il faut agir maintenant, on fonce. Est-ce qu'on prend le temps d'analyser? Peut-être pas forcément, pas de la même manière, et justement il y a tout ça. Il se retrouve confronté à ça. Lui, il veut analyser, il veut regarder les chiffres, il veut comparer, il veut faire ça. Le jeune lui dit mais non, c'est maintenant. Allons-y et puis on verra devant et tout. Moi, mais là, et voilà. Et il vient nous voir comment je peux améliorer ça. D'accord. Donc après, on va d'abord voir si c'est vraiment ça. Le vrai problème ou s'il n'y a pas quelque chose en dessous. Et puis ça se passe aujourd'hui excellemment bien. Et je veux dire, ils sont associés aujourd'hui. Génial. Alors, est-ce que je peux vous demander, on va pas refaire toute la séance de coaching ici, mais s'il y a un conseil que vous lui avez donné qui, pour vous, est clé pour d'autres personnes qui sont un peu dans cette hésitation-là, hein, comme le témoignage justement, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je dirais à toutes ces personnes qui sont dans ce cadre précis-là, de partie en observateur, pas en conquérant déjà. Il faut observer la technique de travail de la personne qu'on a en face. Ensuite, apporter de façon progressive et qualitative les conseils, pas imposer. Et c'est ce travail qu'il faut faire sur soi-même déjà. Un regard neuf. Apporter le conseil en tant que regard neuf, pas en exigeant, pas en voulant tout changer, en voulant tout bousculer. C'est là où ça casse. D'accord, tout à fait. Très beau conseil, Tatiana. Et si le travail dont Tatiana parle, hein, de travail sur soi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû faire quand vous avez rebasculé vers le salariat? Oui. Mais vous dites un peu oui. Non, le oui pour moi en fait. Alors j'étais au Togo, le travail m'a fait venir en Côte d'Ivoire. J'étais déjà en mode adaptation, donc très accéléré. Oui. Un gros choc émotionnel 3 semaines après avoir commencé. Donc je suis arrivée dans cet emploi vraiment comme sur des vagues et il fallait que je trouve mon équilibre. Donc mon adaptation a été obligatoire en fait. J'ai pas eu vraiment à réfléchir, mais ça s'est fait presque tout seul. Et j'ai parlé tout à l'heure d'environnement bienveillant et de non-isolement. Donc, je peux pas il fallait juste que je trouve cet emploi. Très honnêtement. Et pour rien cacher, je commence à travailler le 19 février. Le 3 mars, mon père décède. Donc, le gros choc où vraiment, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'arriver à Abidjan, j'ai même pas trouvé d'appartement. Donc, tout ça a fait que mon adaptation, comme je disais, a été obligatoire. Mais c'est fait quasiment au pas de course en fait, et une grosse mission 3 semaines après que j'ai commencé. Donc tout s'est mélangé en même temps. C'est maintenant que je trouve un certain équilibre. Donc oui, j'ai eu à faire ce travail-là, mais presque pas consciemment. Ça s'est imposé à moi et ça s'est fait. Et encore une fois, l'environnement bienveillant et le fait de ne pas être isolé a fait que j'ai pu tenir en fait. Là, ça fait quoi, 7 mois, maintenant. Et honnêtement, ça coule comme.
Comme de l'autre source. Comme de l'autre source. Alex, justement, je reviens sur... on a parlé du regard extérieur des parents. Aujourd'hui, vous avez réussi votre concours. J'ai envie de demander la réaction de la maman. Toute contente. J'imagine. Qu'est-ce qu'elle a pensé maintenant de vraiment ce cheminement vers la fonction publique? Je pense qu'elle doit être soulagée. Elle me dit quelque chose tout le temps et ça me fait, on rit de ça. Elle me dit, tu vois, je t'ai dit la comptabilité. Elle ne termine pas. Mais elle me dit, tu vois, je t'ai dit la comptabilité. Je dis, bon, écoute, ok, ça a marché, mais bon. Alors, c'est vrai qu'elle était très contente. On s'y attendait pas vraiment. Comme je l'ai dit, quand je faisais le concours, c'était au bord de la chance, quoi. Donc, ça a marché. Elle est très contente. Elle me dit maintenant, voilà, au moins, tu verras. Tu auras le temps de t'adapter, de travailler dans ce cadre-là. Et tu es encore jeune, tu auras le temps de faire ce que tu veux. Donc, c'est vraiment ça. Mais pour elle, elle a tellement voulu que ça se fasse. Ça s'est fait. C'est bon pour elle. On l'embrasse d'ailleurs, la maman. On va maintenant passer à la toute dernière rubrique et pas des moindres. C'est parti pour les recommandations. Alors, c'est la dernière rubrique de l'émission, ce sont les recommandations. On va commencer par un article. Donc, en général, on vous donne quelques éléments que nous, on a utilisés justement pour préparer l'émission, pour se mettre un peu en jambes là-dessus. Le premier, c'est un article que vous pouvez retrouver en ligne. Alors, si vous êtes fâché avec la langue de Shakespeare, normalement, sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous pouvez avoir la traduction en français ou peu importe votre langue de choix. Et donc, c'est un article du Harvard Business Review, qui est un peu un média de référence en lien avec l'université de Harvard, qui s'appelle en anglais, c'est Don't quit your day job to start a business just yet. En français, c'est ne quittez pas encore votre emploi pour lancer votre entreprise. Donc, l'article, en fait, revient sur justement cette hésitation-là de beaucoup de personnes qui ont été salariées, qui ont voulu se lancer. Et en fait, ils sont, comment dire, alors je veux pas dire qu'ils vous découragent, c'est pas le terme, mais en tout cas, ils passent en revue, en tout cas, des choses qu'il faut prendre en compte avant de faire ce saut-là, de dire, ok, on lâche une source de revenus stable pour l'inconnu, parce que c'est aussi un tout petit peu ça l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est un article que je trouve assez intéressant. Vous pouvez le retrouver en ligne. Donc lisez-le. Peut-être que si vous êtes dans cette réflexion-là, j'espère que ça ne va pas trop vous décourager, mais lisez-le quand même avec ce que vous aurez entendu ici. Ensuite, on va passer à la deuxième recommandation. Alors, c'est plutôt un podcast. Ça aussi, vous retrouvez sur Internet, notamment sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes. Alors, c'est un podcast qu'on aime bien ici à l'émission, qui s'appelle Entrepreneur State of Africa, donc qui est animé par Moulay et Kaï, qui sont eux-mêmes deux entrepreneurs que je pense la toile francophone commence à plutôt bien connaître. Et ça, c'était intéressant parce qu'ils ont un invité, Monsieur Diaby, qui travaillait aussi comme salarié dans une start-up où il était plutôt bien rémunéré, et il a en fait réussi quelque part à j'allais dire presque percer comme un entrepreneur tout en étant salarié. Donc je vais pas trop en dévoiler parce que sinon vous n'allez pas regarder le podcast, mais allez l'écouter. Je pense qu'il apporte une autre vision de comment avoir un succès professionnel sans forcément être à son propre compte. Voilà, justement, il avait un poste de direction et comment en fait avec un poste de direction on peut quand même avoir une très belle carrière sans forcément être entrepreneur. Donc je trouve que ça dénote peut-être aussi avec beaucoup ce qu'on entend sur l'entrepreneuriat. Donc je recommande cet épisode que vous retrouverez sur YouTube. Donc voilà, c'était les deux recommandations à regarder sur la toile sur le sujet. Et pour clôturer, je vais prendre aussi les recommandations de personnes qui ont vécu ça aussi de notre experte. Mais je vais rapidement commencer par Méliane sur ce sujet. Qu'est-ce que tu dirais, même si on a eu ton point de vue, je pense assez clairement, qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là qui hésitent peut-être à lâcher, sentent qu'au niveau de leur propre business, peut-être que ça ne va pas tant que ça. Qu'est-ce que tu leur dirais si jamais il y a cette tentation de retourner au salariat? Alors, je pense que la première chose que je leur dirais, c'est que ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec de commencer quelque chose, de se rendre compte que ça ne fonctionne peut-être pas comme on le voulait et de prendre du recul. Et ça pourrait même être beaucoup plus enrichissant qu'ils le pensent. Ça pourrait être, on a notre invité sur le plateau pour qui ça se passe très très bien aujourd'hui. Ça pourrait être très enrichissant, ça pourrait permettre de prendre du recul et de ressauter plus tard. S'ils le veulent, s'ils le désirent, ou s'ils veulent plutôt rester dans le salariat. Mais je pense que c'est l'une des choses qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un échec et que c'est vraiment ce cheminement-là et que toutes les choses dont on a envie ne sont pas forcément les choses qui nous correspondent et vice versa. Ouais. Et vice versa. Et donc voilà, c'est vraiment ça pour moi, c'est prendre du temps, c'est prendre le temps de se construire, de ne pas
se submerger de toute cette pression autour de l'entrepreneuriat. Je le dis parce que même moi, tu le vis. Ouais, je le vis. Je regarde, vous savez, il y a ces podcasts qui vous disent la liberté financière commence par l'entrepreneuriat. En tant que salarié, ça marche pas. Et puisqu'on court tous vers cette liberté financière, au final, on se dit si je suis salarié, je n'attendrai jamais la liberté financière. Eh bien, c'est à nuancer. C'est à nuancer. Et je pense que, écoute, déjà, on n'est pas tous obligés d'être milliardaires, on n'est pas tous obligés d'être Dangote. Voilà, on n'est pas tous obligés d'être Dangote, on n'est pas tous obligés d'être milliardaires. Donc, faut être à l'aise avec ça. Oui. Et il faut apprendre à se connaître, savoir ce qui nous correspond, ce qui est bien pour nous. Et puis, voilà, la vie est belle, on continue, quoi. Très beau message de Méliane. Et si, avant d'avoir votre mot de fin, je pense que ce serait bien quand même que l'on sache, parce qu'on c'est vrai que dans votre récit, on s'était arrêté rapidement à l'ouverture de boutiques, dans un très célèbre hôtel de Lomé, etc. On a envie de demander à quel moment rapidement on est parti de là à justement aujourd'hui être salarié. Qu'est-ce qui a motivé ça ou qu'est-ce qui a poussé cette envie de quitter tout ça? Il y avait justement l'envie de quitter déjà le Togo. J'avais envie d'air et j'ai envie de. Vous ne pouviez pas continuer ce que vous faisiez ailleurs? Oui, j'aurais pu, mais en fait l'emploi aussi est arrivé au bon moment en fait, comme dans le cas d'Alec. Donc si je trouvais que ça me permettait un atterrissage en douceur. D'accord. Mais là en plus un atterrissage dans lequel je me sens assez à l'aise. Maintenant qu'est-ce que c'est devenu? J'ai transféré la plupart des actifs aussi. Je regarde mais vraiment de très loin ce qui se passe. Et rien n'est réellement mort en fait, mais c'est une pause alors? Je peux pas dire que c'est une pause parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Mais pour le moment, tout de suite d'ailleurs. Voilà. Oui, et puis pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais et à accompagner ces entreprises-là, à vivre en fait ma vie d'entrepreneur à travers les autres. Et je crois que qu'on puisse motiver nos jeunes aujourd'hui à entreprendre est une bonne chose. Mais comment entreprendre et quelle est l'approche à avoir pour l'entrepreneuriat? Je crois que il faut le faire. La coach pourra en parler, mais on peut avoir la fibre entrepreneuriale et ne pas être pour autant son propre patron, aider d'autres entrepreneurs à naître, aider des projets à naître, mais c'est vraiment arriver à trouver pendant ce moment de pause et de réflexion, de rétrospection, quelle est la meilleure approche que je veux donner à ce don que j'ai en moi ou à cette envie-là. Très bien, très beau mot de fin. Merci beaucoup, Essie. Alors, on vous écoute, Tatiana. Un autre conseil, un dernier conseil. Conseil. Donc, le conseil pour une personne qui, en tant qu'entrepreneur, va vers le salariat. Dans un premier temps, on va respirer, on va l'accepter. Oui. C'est vrai que comme ça paraît, oh non, c'est encore des choses de l'étranger, voilà. Mais non, il faut l'accepter. Il faut se regarder dans le miroir et se dire que là, je change. Pas parce que c'est un échec, comme elle a eu à lui dire ici, mais parce que peut-être que j'ai décidé d'aller d'une autre manière. Il faut déjà commencer par ça, l'accepter. Une fois qu'on l'a accepté, ensuite, il va falloir se réadapter. Retravailler par exemple son CV, réapprendre à faire des entretiens. Oui, tout à fait. Réapprendre à faire des entretiens. Parce que là, je ne suis pas la personne qui va diriger l'entretien. Je suis celle qui va devoir répondre aux questions. Et faire ses preuves. Et on a tendance à dire, je sais, j'ai pas besoin. Mais non, il faut vraiment réapprendre tout ça. Ensuite, fait des entretiens comme ça aléatoires pour s'adapter vraiment, se remettre un peu dans le bain et descendre aussi de façon tranquille, doucement, apaisée. Ça nous remet vraiment dans la situation dans laquelle on est. Et ensuite, je dirais, sauter le pas. Faut sauter le pas. Ouais. Parce que dans ce sens-là aussi, il faut le faire à un moment donné. C'est pas toujours très simple. Merci beaucoup, Tatiana. Et Alec? Alors, moi, je dirais que il faut se dire, c'est vrai, il faut être franc avec soi-même. Ça n'a pas marché comme je le souhaite. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est dur. On va pas dire que non, c'est un échec. C'est vrai que c'est pas un échec, mais acceptons que c'est dur. Parce qu'on a créé quelque chose. On a réfléchi, on a veillé dessus, on a impliqué, effectivement. Et on a impliqué aussi du beau monde autour. Ça a été une belle aventure, mais oui, ça n'a pas marché comme il le faut. On se retire, soit pour toujours, soit pour un moment, mais il faut se retirer. On le dit, il faut savoir reculer. Donc on se retire, ça peut être pour différentes raisons. Moi, c'était une raison de trésorerie. Je me suis dit, je me retire, je me constitue un capital plus sûr
et pourquoi pas, je reviens. Replonger. Voilà. Donc, il faut pas se dire que non, on va dire que non. On s'en fout de, on va dire que. Il faut se concentrer sur soi parce que c'est votre réalité et c'est vous qui allez assumer, en fait, ce qui se passe, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Donc, il faut vraiment s'accepter. C'est vraiment ça que je veux que les gens retiennent, en fait. Très bien. Je pense que ça résume parfaitement cette discussion et j'espère que vous, si vous êtes dans cette réflexion-là en ce moment, eh bien, qu'on aura réussi à vous donner quelques pistes, hein, parce que c'est encore une fois le but de cette émission. Merci encore à chacune et chacun des invités sur ce plateau. Ça a été très agréable d'apprendre et d'entendre et encore bravo pour vos parcours respectifs. Quant à vous, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé des réactions, des commentaires que vous avez pu entendre sur le plateau. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode suivant d'Open. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.